Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de notre rendez-vous de l'actualité qui reste dominé par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Joseph Kamwanga, qui est président de la société civile de la diaspora congolaise en France. Bonsoir. Bonsoir, Nola. Et comment vous allez? Je vais très bien, hyper bien, très bien, voilà, et depuis notre entrevue, vous revenez fraîchement de la Paris, France. Fraîchement. Après avoir organisé plusieurs activités pour dénoncer l'agression rwandaise. Absolument, nous continuons d'ailleurs, ce n'est pas encore terminé. C'est un travail que nous poursuivrons tant que notre pays sera toujours soumis à cette guerre injuste et que le territoire, certains territoires seront toujours sous le contrôle des ennemis de la République, l'M23 et leur soutien rwandais. Nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à mobiliser le pays. Mais finalement, Joseph Kamwanga, vous dites que vous allez continuer à vous battre, mais malgré tout ce que vous aviez eu à faire, les M23 continuent à progresser dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, Bukavu est tombé entre les mains de ces rebelles. Écoutez, est-ce qu'on avait dénoncé une fois, même sur ces plateaux, moi personnellement, j'avais parlé des ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu nous suivre. Il y a beaucoup d'ennemis de l'intérieur, très nombreux, qui, pour eux, qui ont intérêt que ce pays bascule, que les pouvoirs démocratiquement élus tombent. Mais si cela arrive, mais ça sera, la situation sera incontrôlable. Nous n'allons pas partir des coups d'État en coups d'État. Nous n'allons pas partir de guerre civile ou agression à l'agression pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir changer les pouvoirs. Ça ne peut pas marcher. Où on va? Ces ennemis de l'intérieur, qui sont très nombreux, que j'avais... Vous les connaissez? Écoutez, aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Les silences étaient langage. Madame Noëlla Kambaja, les silences. Quand vous ne dites rien, vous ne dénoncez rien du tout. Vous ne dénoncez pas l'agression de votre pays. Vous êtes complice de cette agression. Là, vous parlez de qui? Ben, écoutez, il n'y a qu'à regarder au sein de l'FCC. Cette FCC-là, regardez un peu. Combien de personnes de l'FCC ont élevé leur voix pour dénoncer ce qui se passe actuellement, notre agression? Combien ils se sont murés dans les silences? Et les silences est une complicité. Vous comprenez? Ils sont très nombreux dans ces groupes-là d'FCC. Sans compter les opposants qui n'existent que de nom, que j'appellerais des guignols. Voilà, on a plus Quel opposant, par exemple? Ah, mais ce sont des guignols, des opposants. Attends, vous savez, on est dans un pays de paradoxe. Du paradoxe où on peut avoir assumé les rôles d'un président de l'Assemblée nationale et des ministres, et puis se retrouver comme porteur de mallette d'un commerçant. Et ensuite opposant, et puis voilà, pour soutenir l'agression. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Voilà, donc là, c'est inimaginable ce qui nous arrive. Et je pense que là, ça sent un peu le souffle. Voilà, donc je suis très inquiet. Bukavu est tombé, Bukavu est occupé aujourd'hui par les M23. De plus en plus, on a l'odeur du soufre. Vous connaissez les soufres? C'est l'odeur du gaz. Pardon? Entre-temps, il y a également des menaces qui pèsent sur Kindu. Je pense que nos vaillants FARDC vont... j'espère encore, j'ai encore la foi à ces vaillants soldats qui vont peut-être relever la tête et défendre ce qu'il nous reste à défendre. Ce qu'il nous reste à défendre. Il faut se battre jusqu'à la fin. Il faut défendre les pays, défendre nos territoires. Je pense, je crois encore qu'il y aura cet orgueil, donc les sursauts d'orgueil, pour que ces pays ne puissent pas basculer dans les désordres. Parce qu'il y aura un désordre incalculable si ces gens-là arrivent à prendre le pouvoir par la force. Ah, il y aura un désordre. Mais
Mais notamment le Rwanda qui est derrière cette agression avec des Congolais, notamment Corneille Nangaa, qui continue à dire aux Congolais qu'il vient pour libérer la RDC. Alors, ces types-là, Corneille Nangaa, je pense que les Congolais qui croient en lui, c'est une erreur de pouvoir croire à une marionnette comme Corneille Nangaa. C'est une marionnette. C'est quelqu'un dont le pays a fait confiance, dont le pays a tout donné. A tout donné. Les Congolais connaissent bien les parcours de ces messieurs. Il a tout eu, tout obtenu. Et voilà, aujourd'hui, c'est les mêmes types qui se retournent contre le pays, qu'il a vu, qu'il a favorisé dans tous les domaines. C'est incroyable. C'est un mauvais exemple que l'on donne à nos jeunes, à la jeunesse, aux enfants à qui nous allons léguer ces pays. C'est-à-dire que quand on n'est pas content, et il faut aller pactiser avec l'étranger et pour pouvoir agresser son pays, opérer des miracles. C'est incroyable. Mais Joseph Kamwanga, peut-on dire aujourd'hui que ces différentes manifestations que vous aviez organisées en France pour dénoncer l'agression congolaise sont un échec? Non, nous ne sommes pas... ce n'est pas un échec. Et alors les résultats, il fallait... Écoutez, les pays tiennent encore. On ne peut pas verser dans les catastrophismes. Nous tenons encore. Pardon? Le M23 continue à progresser. Oui, il continue à progresser. Vous savez, revenons un peu en arrière. 15, 20 ans, 30 ans, lorsque le rebelle de Afdel sont arrivés quelque part là, quelque part ici, à Kenge. Kenge, avant de... c'était un verrou avant de traverser et venir renverser le maréchal Mobutu. S'il n'y avait pas la trahison d'un fils du pays, Afdel n'aurait pas pris les pouvoirs dans ces pays. Il a fallu un Congolais, l'un des pères et des mères, trahissent les pays. Un officier supérieur de l'armée. Comme Nangaa aujourd'hui. Justement. A trahi les Congolais, la confiance des tout à fait. Congolais. La trahison vient de nous. Donc, le ver se trouve dans les fruits. C'est pourquoi je parle des ennemis de l'intérieur, dont les pouvoirs en place à négliger. Quand on est dans une situation aussi particulière, une situation difficile, il faut absolument, et là, je vais essayer un peu d'exagérer un peu, les droits de l'homme n'est pas supérieur à la raison d'État. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Bien, merci. Je crois que la réponse à cette question revient sur la première question que vous avez posée au président Mahama. En fait, c'est celle du rôle de l'ONU. Si aujourd'hui mon pays a été attaqué de manière ostentatoire et que ça n'est pratiquement pas ému grand monde, ça veut dire que le droit international est totalement remis en cause. Comment se fait-il qu'un pays, l'intégrité d'un pays puisse être violée comme ça, ses habitants être massacrés? How come integrity of a country has been attacked, that people is being massacred without another country being held accountable for that? And I think that puts the role of the United Nations into question, because it, I think, reacts in two speeds, in a way, in two ways, whether it is a weak country, a less privileged country or not. And I think that very much puts multilateralism into question. But coming back to your question, I think the entire multilateral system has to be rethought to make sure that a mission like the MONUSCO mission, usually we are talking about UN missions, that they have more ways to act, and that they can actually protect people on site, and that they can actually make sure that international law and humanitarian law is respected. And I think as long as we've not solved this question of multilateralism, as long as it's not really been
made clear what role international organizations such as the United Nations play. The international law is going to be disrespected by different parties. And this is a conflict that has been going on for over 20 years in the DRC. The mission has been here for many, many years as well, with the task of providing stability and protecting the people. Today, over 7 million people have been displaced in the DRC, internally displaced, and that is also due to the most recent actions taken by Rwanda. Rwanda has repeatedly provoked such situations for many years, and there have not been any countermeasures taken, no measures taken to ascertain the territorial integrity of the DRC. And that, of course, leads to reactions, and other countries might use that as a role model. It's a precedent that is created. Now, of course, it's a complex issue. The entire conflict itself is very complex, but I think we quickly have to tackle these issues because in particular on our continent, on the African continent, this can set a precedent. Sous un accueil chaleureux, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce vendredi 14 février à Addis Abeba en Éthiopie, où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. La chef du gouvernement congolais est venue représenter le président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se penchera sur la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Il revêt une importance majeure alors que la situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint des niveaux tragiques. Dans ces contextes difficiles, Judith Suminwa prendra la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La position de la RDC est claire et sans équivoque. Elle exige le retrait immédiat de troupes rwandaises de son territoire, la dénonciation des violations de son intégrité territoriale et l'instauration d'un cessez-le-feu durable. Judith Suminwa ne manquera pas de rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et de milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. L'indignation sera palpable lorsqu'elle évoquera le sacrifice des Africains venus défendre la RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, tombée sous les balles d'une armée rwandaise qui s'emploie à conquérir malicieusement des terres congolaises. Alors, Joseph Kamanga, vous avez parlé de droits de l'homme. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas confiance aux droits de l'homme? Mais écoutez, on a confiance aux droits de l'homme, mais bien sûr, qu'est-ce que vous avez mais il y a des situations exceptionnelles. Dans une situation exceptionnelle, on met les droits de l'homme à côté. Ah donc, dans cette situation, il faudra mettre à côté les droits de l'homme, c'est ça? Absolument, parce qu'il s'agit de la raison d'État, Madame Kambaja. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en demandant aux dirigeants congolais de mettre de côté le droit de l'homme? Mais oui, mais on doit absolument rechercher les personnes, les traîtres, et pour qu'ils répondent de leurs actes. Ils sont là, ils sont connus. Il y en a qui font des déclarations ouvertement. Parce que quand je parle de la raison d'État, il s'agit de l'avenir de ces pays. Donc, il faut mettre de côté ces droits de l'homme et essayer de défendre la patrie. On a vu ça en France, entre 40 et 45. On a mis de côté le droit de l'homme. Ah oui, on a mis de côté le droit de l'homme. Ce que les gens, beaucoup de gens ignorent. Quand il s'agit de l'État, de la raison d'État, on met les droits de l'homme de côté. D'abord, c'est la patrie qu'il faut sauver. Il s'agit de la raison d'État.
Et ça, les autorités n'ont pas voulu comprendre. Et voilà, ça nous amène où ça nous amène aujourd'hui aux autorités congolaises? Le laxisme. Laxisme, je dirais, dans tous les domaines. On ne peut pas avoir un tel gouvernement, dans une période de guerre. Quand tu regardes l'architecture de ce gouvernement et la façon dont ce gouvernement travaille depuis sa mise en place qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas un gouvernement qu'il fallait en période de guerre. C'est décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas contre que l'on puisse avoir une première ministre dame. Et voilà, je ne suis pas contre. Elle est compétente et tout. Elle est belle. Et voilà. Mais ce n'était pas les moments. Voilà, mais ce n'est pas les moments. On n'est pas dans une période où on doit faire des défilés des modes avec des jupes longues. Donc là, que vous dites, là, défilé des modes avec mais ceux qui comprendront. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes dans une période exceptionnelle où il aurait fallu, et d'ailleurs, bon, je ne comprends pas pourquoi que le président de la République maintient ces mêmes gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Personne ne comprend. Il faut un nouveau gouvernement des combats, un premier ministre, un militaire, pourquoi pas. On a des vaillants militaires, des hauts gradés de l'armée, hein, qui sont encore là, formés dans des académies américaines, françaises, à Saint-Cyr et en Belgique. Ils sont là, ils sont encore là. Pourquoi ne pas le faire appel et mettre en place un gouvernement? Par exemple, vous vous rendez compte, il y a un scandale il y a quelques semaines, on a vécu un scandale. C'est passé comme des loges. Et comme ça, mais quand un ministre de la Défense va plagier des discours, mais c'est incroyable. Mais moi, dans un autre pays, il serait viré. Par terre, par mer. Mais il serait viré en même temps. Un ministre de la Défense qui va plagier un discours de 1945. C'est incroyable. Il continue à être ministre. Hein. Il continue à être ministre. Alors, et quand on fouille dans les CV, il n'y a rien qui est prédestiné à ces messieurs d'assumer les fonctions des ministres de la Défense. Il aurait fait des études d'infirmier. Ah bon? Et tout, mais il peut peut-être devenir ministre de la Santé, pourquoi pas? Ah, vous avez fouillé? Ben oui, mais les CV est en ligne et sur Internet. Le ministre de la Défense. La Défense qui, moi, t'invita, je pense. Ben oui, il aurait fait, c'est bien marqué, et les études supérieures des sciences infirmières à l'hôpital Tenon. Tu sais, l'hôpital Tenon, c'est un hôpital qui est en France, hein, en banlieue et française. C'est là où il a fait ses études. Il aurait également fait quelques études, des morceaux d'études de droit ici à Kinshasa. Et comme tout le monde, hein, vous avez un gouvernement avec des CV falsifiés. Hein, et au moins, on voit bien les résultats quand vous avez un gouvernement qui a au moins 80% des membres dont les CV sont falsifiés. Pardon. Mais c'est les résultats des consultations lorsque la politique se mêle à la gestion. Avec la constitution, il faudra prendre les gens selon les quotas politiques. On met de côté les personnes compétentes. Quand on est dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut privilégier les compétences. Alors, ne privilégiez pas l'appartenance politique, mais la loyauté. La loyauté à l'État. Mais le président reste lié par la Constitution. Non, mais lorsque écoutez, vous n'avez pas la majorité, lorsque vous décidez de gérer avec l'Union sacrée de la nation, donc il faut voir. C'est comme ça qu'on a vu à un moment, il y a eu ceux qui se sont fait appeler de poids lourds, avec autant de députés. Poids lourds de quoi? Qui réclamaient autant qui réclamaient des quotas. Mais là, on ne le voit pas pendant cette période. Mais ils sont parmi les ennemis de l'intérieur, ce sont ces poids lourds-là dont je parle. Ils sont parmi les... Ah oui, bien sûr. Si on vous posait la question, vous êtes en mesure de prouver cela? Écoutez, je n'ai pas de noms à citer, mais les silences dont ils observent dans une situation aussi exceptionnelle. Pas de soutien affiché au président de la République. Pas de soutien affiché à nos vaillants FARDC. Mais vous êtes qui dans ce cas-là? Il faut quand même louer il faut être dans un l'attitude de Jean-Pierre Bemba qui est offrant en train de mobiliser les jeunes. Attends, Jean-Pierre Bemba seul contre une multitude de gens. Ben, attends, mais c'est incroyable.
Hein? Il n'est pas seul dans l'Union sacrée des nations. Mais ils n'ont pas les seuls d'ailleurs dans cette union d'union sacrée. Donc on les attendait. On les attendait pour exprimer leur attachement au pays, leur soutien au président de la République, leur soutien à nos voyants FARDC. On les attendait. Vous vous rappelez que je suis le seul et les premiers, pas les seuls, mais les premiers Congolais à avoir réagi après quelques minutes après la prise de Goma, vous vous rappelez? Les images sont là, ils peuvent le voir. Quelques minutes après la prise de Goma, j'ai réagi, les vidéos sont là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça on attend des Congolais, où qu'ils soient, hein, à quelque niveau que ce soit, il faut réagir. Mais finalement, ils ont réagi, vous avez réagi, mais sur terrain, la situation reste tendue. Ben oui, mais ça nous inquiète là. On est inquiet. On ne peut pas faire mine de rien, mais ça nous inquiète la situation telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Mais nous pensons, nous espérons encore, nous croyons encore que nos vaillants soldats vont pouvoir vraiment s'élever et pouvoir défendre la patrie. Alors, Joseph et un appel quand même aussi au président de la République, qui n'est pas au pays, mais semble. Alors, Joseph Kamwanga, j'allais d'ailleurs poser une question par rapport à ce déplacement du président de la République en cette période. Félix Tshisekedi s'est rendu en Allemagne, où il participe aux assises sur la sécurité. Mais dans son allocution, le vendredi, Félix Tshisekedi a encore une fois de plus pointé du doigt accusateur Joseph Kabila Kabange comme auteur de la situation qui prévoit actuellement dans l'Est du pays. Quelle est votre réaction? Pour nous, ce déplacement est inopportun. Comment ça? Ce n'est pas le moment. Et ensuite, parce que tout a été déjà... Mais vous êtes parmi ceux-là qui ont réclamé, qui ont dénoncé l'absence de Félix-Antoine Tshisekedi aux assises, à ces sommets et à ces SADC. Mais là, c'est régional. C'est là-bas qu'il devrait partir. C'est là qu'il devrait être présent pour pouvoir parler de notre pays et faire des propositions et même des recommandations à cette institution régionale. Ce n'est pas en Allemagne. Ce qui est parti faire en Allemagne, il y a un grand travail qui a été réalisé déjà au Conseil de sécurité de l'ONU par notre ministère des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qu'il était? On se demande ce que le président allait faire. Son épouse. Pardon? Il s'y est rendu avec son épouse. Mais oui, qui bizarrement, on l'a vu, il a disparu des radars après un moment, il réapparaît. Mais attends, mais il y a un problème de l'image quand même. On ne comprend plus rien. C'est pas le moment. Félix Tshisekedi en Allemagne, Bukavu tombe. Vous vous rendez compte? Il est à l'étranger et nous perdons une grande ville comme Bukavu. Et quand Bukavu tombe, c'est Kindu qui est dans les visères. Il y a des menaces qui pèsent sur Kindu. Énormément de menaces qui pèsent sur Kindu. Vous voyez? Les présidents ne pouvaient pas se déplacer, ils devraient rester là. Ça rassure, sa présence au pays rassure le peuple. C'est ça qu'il fallait comprendre. C'est ce que, je ne sais pas si c'est son entourage qui l'a encouragé de partir, mais ce n'était pas le moment. Parce qu'étant avec nous dans le pays, ça rassure le peuple. Le petit peuple, ça rassure même le FARDC. Parce que le fait de partir, parce qu'ils sont au courant, nos militaires suivent aussi l'actualité. Quand ils apprennent que le président de la République est parti, il est à l'étranger et tout, mais ça joue sur le moral des troupes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour nous, ce déplacement est inopportun. Et entre-temps, Félix Tshisekedi en Allemagne, une autre équipe de la RDC avec en tête la chef du gouvernement, Judith Suminwa, se trouve donc à l'Union africaine. Et on apprend que la délégation, notamment l'équipe communication de la première ministre et l'équipe de la présidence n'a pas pu avoir l'accès dans la salle des assises à l'Union africaine. C'est parce que nous sommes... vous voyez un peu ce qui nous arrive. Et on n'est pas... les deux équipes sont restées bloquées. C'est le mépris même. Hôtel, on n'est pas considéré. Addis Abeba. On n'est pas considéré. C'est le mépris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quel message dans cette situation? Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est une sorte de... c'est-à-dire qu'on ne vous considère plus.
votre pouvoir n'a plus de légitimité. Ah, c'est le message? Oui, on attend que, voilà, que votre départ. C'est ça les messages. C'est ça. Hein, donc, à nos yeux, donc, vous n'êtes plus... vous n'avez plus de légitimité, donc plus de considération. On attend que... Entre-temps, la RDC attend le salut qui doit venir de l'Union africaine, qui doit venir de la communauté internationale. Quelle communauté internationale? Parce que c'est qui... Vous savez, je sais que vous avez bien suivi les conseils de sécurité, les 2 réunions du conseil de sécurité d'urgence, d'ailleurs, obtenues essentiellement. Mais la montagne a accouché d'une souris. À partir du moment où cette montagne a accouché d'une souris, c'était alarmant, il fallait s'inquiéter, il fallait comprendre que non, quelque chose de grave peut nous arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'Allemagne qu'on peut obtenir, ce qu'on n'a pas pu obtenir au Conseil de sécurité. Ce n'est pas l'Allemagne. On se trompe. Hein? C'est encore une grosse erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, j'espère qu'on a vu Burundi qui dit qu'il va pouvoir intervenir parce que, au cas où vous tombez, ça mettrait le Burundi en danger. On a vu l'Afrique du Sud qui essaie de, voilà, que de déclarations. On est là dans une espèce dans un théâtre de déclarations. Mais on a l'impression que ce sont des déclarations qui séduisent la République démocratique du Congo. Non. Sauf ceux qui ne veulent pas voir et entendre. Mais on est lâchés. La RDC se retrouve seule. En réalité, on est lâchés. Par tous ces gens-là, par tous ces organismes, par tous ces pays, soi-disant amis. Ils nous lâchent sans pouvoir les dire clairement. Il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on défende la patrie. En faisant quoi, Joseph Kamanga? Mais écoutez, nous avons encore une armée qui est là, qui tient encore, qui se bat encore. On doit le soutenir. Lorsqu'on signale des désistements, par-ci, par-là, dans les différents... Je pense, lorsque le président, j'espère qu'il est déjà revenu au pays, et je le propose ici, une fois revenu au pays, il doit prendre des mesures difficiles. Lesquelles? Graves. Lesquelles? Pardon? Quelles mesures, par exemple? Mais il doit déclarer l'état d'urgence dans tous les pays. Ah, l'état d'urgence. En général, tous les pays dans un état d'urgence. Et déclarer, il doit pouvoir signer des ordonnances, des circonscriptions. C'est-à-dire que tous les jeunes, il faut absolument, le service militaire doit être obligatoire. Tous les jeunes, maintenant, là, de 18 ans, absolument, de 18 à 30 ans, doivent intégrer obligatoirement l'armée. On l'a fait en France et en Allemagne, entre 40 et 45, absolument. Et il doit changer des gouvernements. Il faut un nouveau gouvernement, un gouvernement des combats, un gouvernement des guerres. Il faut, non pas avec un ministre de la Défense, mais un ministre des guerres. Un ministre des guerres. Des guerres. Donc, et puis réduire considérablement les formats de ces gouvernements. Voilà. Considérablement les formats de ces gouvernements. Il nous a dit qu'il avait donné les instructions pour la réduction des dépenses. Train de vie des institutions. Oui, mais là, il y a 2 semaines qui se sont passées. On ne sait pas, on ne fait pas les rapports pour dire combien on a réduit, combien on est commise. Le ministre de la Communication lui-même n'est pas là. Et c'est comme ça qu'il y a des spéculations, parce que même la communication officielle n'est pas... on a l'impression, hein, les Congolais ont l'impression que cette communication n'est pas bien organisée. Écoutez, mais je suis de ceux qui, depuis 2 mois, je disais... Non, les ministres de la communication actuelle n'est pas à sa place. Il fait du journalisme. C'est un journaliste du gouvernement. Ce n'est pas un c'est un journaliste du gouvernement. Il ne fait pas de la communication politique. Parce que faire de la communication politique d'un gouvernement et comparer à ce qu'il fait, c'est du journalisme. Et quand je me suis renseigné, c'est un journaliste. Mende vous manque? Comment? Lambert Mende vous manque? Je pense qu'il nous manque dans cette circonstance-là. Mende nous manque. Moi, je suis de ceux qui souhaiteraient que Mende puisse intégrer les prochains gouvernements. Il nous manque énormément. Vous pensez qu'il a encore la même énergie qu'il avait du temps de Kabila? Oui, il a pris un peu de l'âge et tout, mais je pense qu'il a encore sa verve.
il a sa verve, il a encore cette énergie, il a encore cette compétence de la communication politique. Mende, il nous faut un Mende. Pas Mouyaya qui fait du journalisme gouvernemental. Ce n'est pas cela qu'on vous demande, monsieur le ministre. Hein? Alors qu'en temps de guerre, il faut une communication de crise. Absolument. Et une communication de guerre. Permanente, hein? Absolument. Pour ne pas laisser la place aux fake news, ne pas laisser la place aux spéculations. Comme là, le Congolais accepte tout ce qui est spéculaire. Vous savez, quand vous laissez le temps, il y a un événement ou une information, fausse information qui tombe, vous laissez le temps, le temps que vous laissez bénéficie à crédibiliser cette information. C'est pourquoi on parle de la communication de crise. Il ne faut pas laisser les temps. Il ne faut pas qu'il y ait un vide. Pas du tout. Lui, il va laisser une semaine, 2 semaines, et puis il va venir avec son discours. Il est parti en Allemagne, il était en Allemagne, entre-temps Bukavu est tombé, et puis... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans quelle situation on va nous mettre dans les jours à venir, les semaines à venir? Vous vous rendez compte? Moi, je pense que non. Il faut absolument, comme je n'ai pas envie de me répéter, mais on attend du président de la République des mesures fortes. Il faut que et ces mesures fortes vont pouvoir éveiller, donner de l'espoir à la population et au peuple congolais. On va continuer à y croire. Madame et messieurs, prenons à présent ce dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Dans une résolution adoptée le jeudi 13 février, les députés européens condamnent fermement l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'est de la RDC par le rebelle du M23 et les forces de défense rwandaises, qualifiant cette situation d'inacceptable violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ces élus européens ont également déploré les attaques aveugles impliquant des armes explosives ainsi que de meurtres, des viols et autres crimes de guerre apparents dans des zones peuplées du Nord Kivu par toutes les parties. Ils déplorent l'utilisation du travail forcé, du recrutement forcé et d'autres pratiques abusives par le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Afin de mettre un terme au déploiement de militaires rwandais sur le sol congolais pour piller les ressources naturelles, le Parlement appelle la Commission européenne et le Conseil à suspendre immédiatement le mémorandum d'attente de l'UE sur les chaînes de valeur de matières premières durables avec le Rwanda jusqu'à ce que le pays cesse toute ingérence en RDC, y compris l'exportation des minéraux extraits des zones contrôlées par le M23. Les députés demandent également à la Commission, aux États membres de l'UE et aux institutions financières internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda jusqu'à ce qu'ils permettent l'accès humanitaire à la zone de crise et rompent tous les liens avec le M23. Cette demande sur les retraits de l'accord entre l'UE et le Rwanda sur les matières premières formulée par le Parlement européen est considérée comme une victoire par certains députés qui défendent la cause de la RDC. Vous, représentants des Européens qui sont partis pour les droits de l'homme, voilà donc les droits de l'homme violés au quotidien alors que l'Europe se fait. Nous espérons que cette fois-ci, l'Europe va se placer du bon côté de l'histoire. Ces Congolais que vous voyez devant vous, ce ne sont pas des criminels. Nous ne faisons aucune violence, nous sommes déjà nous-mêmes victimes d'un génocide dans notre propre pays. Et l'unique tort que nous avons, c'est d'avoir un pays qui regorge de toutes les ressources stratégiques sur lesquelles en fait repose l'avenir industriel du monde contemporain. Nous sommes ici donc pour espérer que notre message va aller dans vos familles, vous qui me suivez. Est-ce que vous pouvez accepter que vos femmes soient violées au quotidien? Qui parmi vous peut accepter qu'il y ait 10 millions de morts juste pour piller les ressources naturelles de notre pays? Le siège des institutions européennes où on est censé défendre les valeurs de la civilisation et le droit international, et ce serait déplorable. Déplorable pour Strasbourg,
au siège des institutions européennes, on reste muet, on se taise et d'une façon complice devant le massacre, devant le contre-génocide en fait, que ceux qui ont été victimes hier sont en train de reproduire en République démocratique du Congo, tout simplement pour piller les ressources naturelles de notre pays. Et nous espérons que cette fois-ci l'Europe va nous entendre, que les Européens vont nous entendre. Sinon, vous ne saurez pas, vous autres Européens, vous regardez dans le miroir de l'histoire, sans trembler vous-même, ou sans avoir honte de vous-même, pour avoir laissé passer une situation dénigrante, une situation qui est contraire à toutes les valeurs de civilisation. Nous espérons que cette fois-ci, notre message a été entendu et il a été entendu parce que c'est inadmissible qu'on se dise de parti des droits de l'homme, qu'on se dise de pays des droits de l'homme, qu'on se dise de défenseurs du droit international et qu'on se taise devant les plus grandes violations du droit international que sont l'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et même le génocide qui se commet actuellement dans notre pays et dont l'auteur est connu. C'est le Rwanda. Ce sont les troupes rwandaises qui utilisent leurs marionnettes terroristes de 2023. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Joseph Kamwanga, vous conseillez au président de la République de prendre des mesures qu'il faut et des décisions fortes pour barrer la route à l'ennemi. Ah oui. Vous avez proposé l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout à fait, oui. Et autre chose? J'ai proposé des changements du gouvernement immédiatement, avec un nouveau Premier ministre qui a un passé militaire. Un ancien soldat haut gradé de l'armée. C'est juste ces 2 propositions? Et puis la composition de l'armée quand même, du gouvernement. Il nous faut un gouvernement resserré. De combien de membres? Tout au plus 20 membres. 20 membres du gouvernement. Pas de ministres, comment on les appelle, les vice-ministres. Pas de vice-ministres. Et pas de secrétaires laisser, c'est-à-dire transférer les compétences des vice-ministres aux secrétaires généraux. Il y en a. Et qui aujourd'hui, qui broient les noirs, qui n'ont pas de travail. Parce qu'on leur a ravi tous les pouvoirs, toutes les compétences qu'ils avaient. Tout est centralisé dans le bureau des ministres. Il faut qu'on restitue. Mais vous savez quand même que cette proposition, ce n'est pas le même jour que le président va directement agir. Vous savez quand... Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand ce sont de nouvelles personnes, il faudra du temps pour que les personnes s'imprègnent de la situation et comprennent les autres. Non, il y a urgence. Alors, comment ça va se passer? Vous savez, il y a urgence. Comment fonctionne le président de la République? Comment travaille un président de la République? Un président de la République ne travaille pas forcément sur les territoires. Il travaille partout où il est, partout où il se trouve. Voilà pourquoi il se déplace avec une délégation, avec des conseillers et certains ministres. Parce qu'il doit travailler partout où il est et il doit annoncer des choses partout où il est. Même là où il se trouve actuellement, ou s'il n'est pas encore revenu au pays, il doit déjà annoncer des mesures fortes pour que le pays reprenne l'espoir. Voilà ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que même si Mouyaya également n'était pas sur place, il pouvait bien organiser la communication. Écoutez, là, il me semble que
Mbouyaya n'est pas Premier ministre. Hein. Non, mais... d'importance, mais c'est ministre de la communication. De la communication. Et maintenant, on a besoin d'une communication. Ah, mais justement, le président de la République peut nommer, de là où il se trouve, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, en attendant, et un nouveau porte-parole du gouvernement. Dans l'organisation du gouvernement d'un pays, il y a ce qu'on appelle la réserve de la République. Dans cette réserve de la République, on a des compétences qu'on a recensées et qu'on est en réserve en cas d'une situation d'urgence grave ou en cas de nécessité, on nomme ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je disais le président P, il travaille là où il est, il prend des décisions de là où il est. C'est hyper important. Donc on n'attend pas, on n'attendra pas Mbouyaya. L'avenir de ces pays ne dépend pas de M. Mbouyaya. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne dépend pas de sa parole. Pas forcément. D'autant plus que on s'est rendu compte de ses limites. Il a beaucoup de limites qui se sont au fil des mois et des jours révélées qu'il avait beaucoup de lacunes. Hein, en termes de communication politique. Il fait du journalisme. Mais notre gouvernement, notre pays n'a pas besoin d'un journaliste du gouvernement. Joseph Kamwanga, que peut-on attendre donc du vote de la résolution par le Parlement européen en faveur de la République démocratique du Congo que peut-on donc attendre de cette résolution? Écoutez, la résolution mettant fin au partenariat Union européenne-Rwanda pour l'achat et le transfert de matières premières. À mon avis, d'expérience, l'expérience que j'ai à l'étranger, et de par mes connaissances, mes compétences et tout, ma formation, rien du tout. Pas du tout. On ne va rien attendre d'eux. Rien du tout. Rien de concret, je veux dire. Il y a eu beaucoup de condamnations. Ben oui, il y a eu beaucoup d'appels au respect. C'est du bout des lèvres. C'est verbal. C'est du bout des lèvres. C'est verbal. Quand on connaît l'hypocrisie des Occidentaux, l'hypocrisie, ils sont hyper hypocrites. Ils peuvent vous sourire. Moi, je grandis avec eux, j'ai étudié avec eux, je les connais parfaitement. Attends, mais je ne vais pas aller trop loin, mais on ne peut pas entendre grand-chose d'eux. La diplomatie a montré ses limites? Non, la diplomatie ne peut pas montrer vraiment ses limites. C'est l'approche. L'approche a montré ses limites. Okay. Il faut changer d'approche. Je pense désormais, on doit changer d'approche. Et qu'est-ce que vous proposez? Je pense que désormais, on doit négocier avec les pays directement qui peuvent nous aider. Directement avec les pays qui peuvent nous aider. Et pourquoi pas négocier avec la Russie et négocier un partenariat stratégique avec la Russie. Et comme le Mali et la Russie, et le Niger également et tout, pourquoi ne pas négocier avec la Russie un partenariat stratégique? Pourquoi ne pas négocier un partenariat stratégique même avec la France? Parce que c'est gagnant-gagnant. Ça dépend de ce qu'on on va leur proposer. La RDC peut aussi négocier un partenariat stratégique avec les États-Unis. Mais bien sûr, c'est du gagnant-gagnant, il n'y a rien, c'est quelque chose d'intérêt. Il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. 5 ans Je pense que l'approche doit changer désormais. Plus de 5 ans déjà passés à la tête de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi était tout le temps entre les deux avions pour chercher une solution pour la paix dans l'Est. Est-ce que vous avez l'impression, comme certains Congolais, que le problème n'était pas bien cerné? Félix Tshisekedi a tellement fait confiance. Non, oui. Il y avait je pense qu'il y avait jusqu'ici une problématique de l'analyse exacte de la situation. Donc, on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui a été fait, et on était à côté de la plaque. Le résultat est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut avec ce qu'il nous reste à faire, à sauver? C'est changer d'approche. Il n'est pas encore trop tard. Il faut changer d'approche. Voilà pourquoi je pense que le président peut encore se ressaisir. Est-ce que vous pensez que
Kinshasa comprend bien la dimension du problème? Parce que cette question dans Internet, ou les constats même à Kinshasa, est-ce qu'en cette période où les menaces sont en train de peser sur plusieurs provinces, la nuit, on ne peut même pas apercevoir une pick-up de la police, de l'armée en train de circuler, faire... Non, même la police n'est pas visible là. Oui, mais quand on doit couper un réseau aussi puissant comme TikTok, on se réveille un matin, non, mais on donne les déjà rétabli. Est-ce que vous savez les dégâts que cela a dû provoquer? C'est quelques 3 jours, 4 jours ou une semaine. Je ne sais pas combien de temps on s'est resté interrompu ou coupé. Vous savez, les dégâts, l'énormité des dégâts que l'interruption de TikTok a généré dans notre pays. C'est un outil que tout le monde utilise pour communiquer. Nous sommes privés de nous-mêmes, de cet outil avec lesquels nous devions communiquer aussi. Nous devions travailler pour sensibiliser les personnes. On s'élève comme ça. On est incompétent, on est parachuté, je reviens avec ma question. Tout ça, des réseaux sociaux, on coupe. Je reviens avec ma question, José Kamanga. Est-ce que Kinshasa comprend la gravité de la situation avec les menaces qui pèsent dessus? Non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression et Kinshasa ne comprend pas. On vit à Kinshasa sous les rythmes des gyrophares, des sirènes, de convois. On voit un convoi, c'est la belle-sœur du ministre qui est voilà, avec un convoi avec des jeeps derrière. Non, c'est la belle-mère, c'est l'amie de ça. C'est incroyable. Tout ça, ça fragilise l'autorité de l'État. On ne sait pas qui est qui dans ce pays. Il faut de l'ordre quand même. On gagne une guerre avec la discipline. Hein. Il y a un moment, il y a quelques jours, notre fameux ministre de la Justice, Moutamba, avait interdit l'ouverture de bars ou boîtes de nuit avant 16 h. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La lutte contre les nuisances sonores. Rien du tout. Rien n'a bougé. Vous voyez? Parce que, bon, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de fermeté face à la violation de loi. Et voilà, ça donne les sentiments que... Est-ce que vous pensez que c'est plus le populisme? Oui, il les faisait pour son compte. Hein. Là, il a des ambitions. Il ne faut pas le voir comme ça. Il sait ce qu'il fait, il a visage. C'est un jeune, hein. Il voit plus loin. Il a des ambitions, seul lui, il garde les secrets dans son cœur. Il a été candidat président. Ah oui, voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. S'il a été candidat président de la République, c'est qu'il vise, il veut devenir président de la République, il se fraye les chemins. Il les fait pour lui, il ne les fait pas, il ne les fait pas pour le pays. Ben oui, mais le populisme fait partie de méthodes, de stratégies de conquête du pouvoir. Bien sûr, bien sûr. José Kamanga. Oui. Comment avez-vous accueilli la nouvelle en rapport avec la démarche de l'ECC et la SENCO, qui a même rencontré le rebelle Corneille Nangaa, qui a même rencontré Paul Kagame, rencontré même Franck Diongo et Moïse Katumbi? Alors, cette démarche-là, il y a plusieurs sens à donner. Je veux dire déjà que nous ne sommes pas, la RDC n'est pas un État théocratique. Nous ne sommes pas un État théocratique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas comme l'Iran, où c'est l'Ayatollah qui prend des mesures, qui décide de l'avenir du pays. La SENCO, les associations des églises évangéliques, ce sont des associations privées. Ce n'est pas mauvais qu'ils prennent l'initiative, voilà, de jouer la médiation, mais la méthode, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Ils ont crédibilisé certaines personnes, ils leur ont donné une certaine dimension, un certain pouvoir, une certaine importance, alors dont ils n'en avaient pas. Qui, par exemple? Mais quand tu vois un type comme Franck Diongo, qu'est-ce qu'il représente dans ces pays? Et qui soutient ouvertement la rébellion contre son propre pays. Il dit même que la rébellion, ce sont des libérateurs.
Vous voyez un peu la gravité de ces propos. Mais l'abbé Chollet a même dit que Corneille Nangaa a donc un bon projet, des bonnes ambitions pour son pays. C'est pourquoi je vous ai parlé tout au début de mon propos des ennemis de l'intérieur. C'est une mascarade. Cette médiation-là, c'est une mascarade. Et il faut faire attention à ça. Ces gens-là n'ont jamais... qui ne sait pas que ces prélats n'ont jamais supporté ce qui est dit au pouvoir. Et surtout qu'on se rappelle que Monseigneur Chollet avait quand même annoncé en 2023, si je ne me trompe pas, oui, à la fin du mois d'août 2023, quelques mois avant les élections, qu'il avait besoin d'un jeune courageux. Vous vous rendez compte? Donc c'est une mascarade. Ah, oui. Que les Congolais fassent attention à ces gens-là. Nous ne sommes pas un État théocratique, nous sommes un État laïque. Nous avons notre allégeance à nous, en tant que Congolais. La première allégeance fondamentale, c'est l'allégeance à l'État congolais, à l'appartenance à la nationalité congolaise. C'est ça notre allégeance. Voilà, absolue. Et les Congolais se rappellent également que clandestinement, Franck Djongo s'était rendu au Rwanda. Ah oui. Et après, il y a eu le cardinal qui s'était également appris dans les Hambourg, qui s'était rendu au Rwanda et qui avait prononcé des belles paroles à l'endroit de... Voilà ce que je disais, que là, les masques sont en train de tomber, comme disent les Congolais. On commence à comprendre qui est qui, à quel camp appartient tel ou tel autre. Cette médiation de prélats, c'est une mascarade, c'est un moyen pour eux. Ils se sont engouffrés dans un truc, et d'ailleurs, qui les a mandatés? Dites-moi, qui a mandaté, qui leur a donné mandat? C'est pour les biens du pays. Pardon? C'est pour les biens du pays qu'ils ont... Ah non, mais ils se sont engouffrés dans un truc. Les deux églises ont pris cette décision. C'est pas pour les biens du pays, c'est parce qu'ils ne supportent pas ces pouvoirs. C'est un pouvoir démocratique, quoi qu'on dise. Issu des urnes, attendez que notre président arrive à terminer son mandat et il y aura des élections. Vous allez soutenir celui que vous souhaitez être comme président de la République. Mais pour le moment, à quoi ça sert d'aller fomenter des complots sous forme de médiation pour faire partir le président en place? Mais ce n'est pas comme ça que nous allons construire ce pays. Pas du tout. Madame, Messieurs, place à présent à ce troisième dossier. La RDC ne pliera pas. La RDC ne reculera pas, a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le Fonds judiciaire international en action. Le procès opposant la RDC au Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est ouvert le mercredi 12 février 2025 à Arusha, en Tanzanie. La première journée de cette audience publique était consacrée à l'examen de la compétence de la Cour pour statuer sur la requête numéro 007/2023. Lors de la plaidoirie, l'État défendeur, représenté par le Rwanda, a soutenu que la Cour devait se déclarer incompétente, arguant que les questions soulevées ne constituaient pas un différend entre les parties au moment de l'introduction de la requête. Cependant, les avocats de la RDC ont réfuté cet argument, appuyant leur position sur les textes juridiques et les circonstances qui établissent la compétence de la Cour dans cette affaire. La tragédie du siècle, dont question ici devant cette Cour, a fait aujourd'hui plus de 13 millions de morts et plus de 6 millions de déplacés internes, des familles chassées de leurs terres parce qu'il y a des minéraux à exploiter. Ce dont nous parlons est confirmé par plusieurs rapports, dont les rapports des experts des Nations Unies. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est un procès qui va permettre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de juger des évidences, des exactions que le Rwanda de Paul Kagame commet en République démocratique du Congo. Donc pendant 2 jours, il sera question pour la Cour d'examiner
la recevabilité et après la recevabilité, nous passerons à la phase du fond. À ce stade, on attend que la Cour se prononce pour la recevabilité de la requête déposée par la RDC. La province de l'Ituri ne sera jamais détruite par qui que ce soit. Plutôt, elle sera protégée et défendue par ses filles et fils engagés dans la recherche de la paix. Déclaration de la communauté Bira. Après avoir passé en revue la situation sécuritaire en province de l'Ituri avec le commandant des opérations, elle s'arrange sans aucune forme de procès derrière les efforts inlassables de l'administration militaire, a indiqué Tagirabo Bungamuzi Emmanuel. La présence se justifie par cette situation d'insécurité qui prévaut dans notre province de l'Ituri. Nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et il nous a fait part de cette préoccupation et de ses analyses. Et il a également, par l'occasion, lancé un appel vibrant à la communauté d'œuvrer pour le rétablissement de la paix. Et de notre part, comme communauté, nous avons eu à les rassurer que nous sommes derrière cette démarche de la paix et le peuple Bira est là pour soutenir les actions de nos vaillants militaires de la FARDC qui ont pour mission de faire régner la paix. Au peuple iturien, le vice-président de la mutuelle Zunana les invite à barrer la route aux ennemis de la paix. Le message que nous lançons, c'est à tout le peuple iturien de cultiver la paix et de barrer la route à quiconque, de l'intérieur comme de l'extérieur, veut justement entraver cette paix dont nous avons chèrement besoin. Cette mutuelle allonge la liste des communautés ituriennes qui défilent auprès du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, question d'apporter leur différents soutiens aux efforts déployés et le sacrifice consenti pour la paix et le développement amorcé depuis l'instauration de l'état de siège. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons. Et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance, qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Joseph Kamwanga, est-ce que vous pensez que la démarche de l'ECC et la SENCO vient dédouaner Paul Kagame? Ah, absolument. Et ça lui donne beaucoup de crédibilité. Non, ça donne beaucoup de crédibilité à Paul Kagame. Et aussi à Nanga, et même au M23, et même à ceux, certains dont on a parlé tout à l'heure, France Djongo, Moïse Katumbi, et je ne sais pas qui est d'autre. Ça leur donne la crédibilité. Qu'est-ce qui va advenir de ces consultations? Si il arrivait comme leur médiation soit crédibilisée, actée, validée par... Mais M23 tu vois ce qui va arriver? L'intégration, si je ne me trompe pas, de 5000 hommes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on revient, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On a déjà intégré plus de 5 ou 6 000 hommes dans notre armée avec leurs grades, des grades fantoches. Hein. Des grades fantoches, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une arme et puis il s'autoproclame colonel. Et ces types-là, ces mecs-là, vous allez l'intégrer dans l'armée nationale publique avec ces grades qu'ils ne méritent pas. C'est ce qui nous arrive. C'est les conséquences de ce qui nous arrive aujourd'hui. Bon, et Nanga qui a également son agenda, hein, qui parle d'un régime qui est illégitime. Nanga qui a également son agenda. Mais oui, il a un agenda parce qu'il souhaite prendre le pouvoir par la force. Vous savez, notre pays a une mauvaise réputation. Notre pays est une fabrique des imposteurs. Ah bon? Tout à fait. Nous
fabriquons des imposteurs de par les systèmes qui est mis en place, notre constitution et notre manière de faire. Il n'y a que d'imposteurs partout. Il y a un imposteur qui est resté ici pendant 18 ans de pouvoir. Et nous l'avons accepté. Voilà. Un imposteur? Ah oui, il y a un imposteur qui a dirigé ces pays pendant 18 ans. Donc, je n'ai pas envie de citer les noms, mais tout le monde saura qui c'est. Hein? C'est un imposteur. Donc, nous, on continue à fabriquer des imposteurs. Quelqu'un va se lever un bon matin. Je suis colonel, je suis ceci, je suis cela. Et voilà, vous verrez plus tard, avec ces grades ou avec cette nomination, voilà. Parce que nous sommes dans un système de laxisme à outrance. Alors, jusqu'à ce jour, Félix Antoine Tshisekedi continue à réclamer un dialogue seulement avec le Rwanda, qui considère être comme parrain du M23. Paul Kagame s'est exprimé pour dire que vous avez compris que là, il s'agit d'un problème entre Congolais. Un problème qui n'a rien à voir avec la personne de Paul Kagame et son pays, le Rwanda. Je ne soutiens pas les propos de Paul Kagame, mais il faut reconnaître les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. La donne sur le plan géostratégique, les choses ont changé. On n'est plus dans la situation de décembre dernier. On est dans une autre configuration géostratégique. Parce que, bon, les rebelles, appuyés par les Rwandais, ont pris la ville de Goma. Goma, c'était un symbole, un grand symbole. Ce qui arrive actuellement, ce sont les effets, les conséquences de la chute de Goma. De plus de 2000 personnes. Justement, dont d'ailleurs le prêtre ne parle pas. Et le porte-parole du gouvernement a condamné le silence. Justement, c'est un silence complice. Ils sont complices, ces gens-là. Le cardinal qui n'a même pas condamné le carnage. Même pas. Mais ils sont prêts à courir pour aller rencontrer Paul Kagame et les rebelles. Donc c'est pour te dire que là, sur le plan géostratégique, les lignes ont bougé. Nous avons perdu nous continuons à perdre une grande partie de notre territoire. Nous devons revoir les choses. Nous devons également, il n'est pas interdit de revoir même le discours, notre position, parce que, vous savez... Aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que la solution passe que par ce dialogue avec toutes les parties. Mais on peut dialoguer. M23. Écoutez, avec le M23, on peut dialoguer... accepter leurs revendications. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, on peut dialoguer avec quelqu'un sans pouvoir accéder à ses revendications. Vous savez, dialoguer, il y a un côté mystérieux. Et quand on échange avec quelqu'un, un côté métaphysique, quand on parle avec quelqu'un, on rentre dans son fonctionnement, dans sa rationalité. Et en discutant avec M23, par exemple, on va comprendre ce qu'ils veulent. Jusqu'ici, on ne comprend pas ce qu'ils veulent réellement. C'est en parlant tête à tête, on comprendra réellement comment ils raisonnent, ce qu'ils veulent. Et si ce qu'ils veulent ne nous arrange pas, on n'est pas obligé d'accepter. Moi, par exemple, je serais, moi, président de la République, je pourrais parler avec M23 et tous les autres groupes armés, parce qu'il y en a plus de 100. Il n'y a pas que M23, on a plus de 100 groupes armés. Je parlerai avec eux, mais je ne céderai pas sur des questions qui implique la sûreté de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas admettre, moi, président de la République, admettre que ces rebelles puissent intégrer l'armée nationale. Pas du tout. Je n'accepterai pas que ces gens puissent accéder au poste régalien. Alors, qu'est-ce que vous allez accepter parce qu'ils demandent leur intégration? Ah non, pas du tout. Ça sera si le président de la République commet cette erreur-là, c'est fini. On a vu ce que Kabila a fait. La situation que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi légué, ce sont les effets retardés de la situation sous l'ancien président Joseph Kabila. Nous payons aujourd'hui la gestion calamiteuse du président Joseph Kabila en termes sécuritaires. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Vous savez, les colonnes d'aujourd'hui. Mais on sait quand même que Kabila avait enfermé ces M23, ils étaient en prison. Non, pas tous.
pas tous, certains, voilà. Certains étaient quelques têtes d'affiche étaient en prison. Mais le président a voulu, par cette mesure de grâce, et il croyait, il pensait que ça pouvait les dissuader à les répandre des armes. C'était une façon de les réintégrer dans la République. Mais il s'est trompé, malheureusement. Donc il les a... Sa bonne volonté s'est retournée contre lui. Justement, parce qu'il y avait quand même je dirais une erreur sur la prestation, prestation exacte de la situation. Il ne faudra pas voir Kabila derrière cette situation, parce que Kabila les avait enfermés. Non, mais vous savez, la politique est quelque chose de très compliqué, c'est très complexe. Est-ce que Félix Tshisekedi continue à parler de Joseph Kabila? En Allemagne, il a même cité. Mais jusqu'où il va continuer à parler de Joseph Kabila? Il n'a pas tort de pouvoir, parce qu'il a quand même des informations et qui lui parviennent de nos services de renseignement public, ici, de l'État, et d'autres informations qui nous parviennent de l'extérieur. Nous avons des représentations diplomatiques, nous avons certainement les présidents, je pense qu'il y a aussi des informations. Et puis cette question d'un internaute qui pose la question de savoir, mais est-ce que c'est Joseph Kabila Kabange qui a interdit à la RDC d'attaquer aussi, de faire la guerre au Rwanda? Écoutez, moi, je pense que dans les contextes actuels, sous le plan géopolitique et même géostratégique, c'est encore précoce de faire la guerre avec les Rwandais. Il faut regarder la cartographie de notre pays par rapport au Rwanda. On a Goma qui est frontalier à Gisenyi, mais Kigali est à environ 200 km. Et voilà. Et pour le moment, je pense que c'est très précoce. Nous pouvons faire la guerre avec les Rwandais. Mais après, juste après une défaite comme celle de Goma, ça sera de l'improvisation. Vous voyez, je pense qu'il faut nous donner le temps de réorganiser les choses. Entre-temps, le M23 progresse. Malheureusement. Est-ce que vous n'avez pas eu, la RTC n'a pas eu suffisamment de temps pour s'organiser? Plus de 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Mais écoutez, le M23 progresse bien sûr, mais si on s'hasarde, à mon avis, de déclarer la guerre immédiatement au Rwanda, mais le Rwanda peut exploiter nos faiblesses actuelles, dont nous n'avons pas apporté de solution. Je pense qu'il faut que nous puissions... Non, les Congo est grand, parce que parfois, quand on entend les gens parler, on a l'impression que demain après-demain, ces rebelles avec des Rwandais seront à Kinshasa. Mais vous avez dit qu'il y a l'ennemi de l'intérieur. Mais justement, donc il faut combattre. Si l'ennemi est aussi à Kinshasa, il est certainement là, non? Que nos services de sécurité, de renseignement, s'occupent des ennemis de l'intérieur. Les droits de l'homme, mettez-les à côté. C'est la raison d'État qui compte actuellement. On doit sauver la patrie. Voilà ce que je peux leur dire. Joseph Kamanga, on va se rappeler qu'avant cette situation, Félix Tshisekedi était déterminé à s'engager sur la voie de toucher à la Constitution revisée, soit changée. Il y a des gens qui estiment que la situation actuelle, c'est une pression sur Félix Tshisekedi pour abandonner d'abord sa démarche, cette ambition de changer ou de réviser la Constitution. Que pensez-vous de ces mots? Il faut dire, Félix Tshisekedi avait bien sûr proposé la possibilité de pouvoir réviser la Constitution, mais il a mis la situation aux mains d'une commission qui allait travailler, qui allait impliquer tout le monde. Mais on a vu qu'il y avait des voix qui s'étaient levées, hein, absolument, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, bien sûr. Mais il a proposé. Mais tout le monde pouvait venir dire. Et si ça pouvait marcher, d'accord. Si ça ne pouvait pas marcher, il en restait là. Il ne l'a pas imposé directement, à ce que je sache. Mais il a dit qu'il y aura, on va en parler. C'est ça la démocratie. Il faut discuter, il faut dialoguer, trouver la solution sur une situation. Et puis quand ça marche, ça ne marche pas, on laisse tomber, on avance. Comment avez-vous apprécié la session extraordinaire au niveau du Parlement, surtout avec les différentes allocutions du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe? Non, mais je pense qu'il donne... ses propos sont ambigus. Beaucoup de Congolais s'interrogent réellement sur de quel côté ils se trouvent.
de quel côté il se trouve. On ne peut pas être à la tête d'une institution comme celle-là et commence à faire des annonces, des prises de chute de territoire, faire l'éloge des avancées et s'aimer la psychose dans les esprits. C'est incroyable. On se pose la question de savoir mais de quel côté se trouvent ces messieurs. Voilà. Et ça, c'est le paradoxe dont je disais tout à l'heure. C'est paradoxal. C'est-à-dire on est dans un pays où un mec peut détourner l'argent d'un projet de 100 jours et quelques jours après pour aller offrir un collier de 200 ou 300 000 $, collier d'or, de diamants et sur le cou d'une métisse indienne. Ça, c'est incroyable. Je pense que nous devons être responsables. Nous devons être responsables. Donc, quand on est à la tête d'une institution comme celle-là, c'est tout le peuple qui vous fait confiance. Les présidents de la République, y compris. Vous devez contrôler vos propos. Parce que le propos qu'il a tenu, c'est grave. Même si aujourd'hui, il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés contre les gens qui critiquent, eh bien, je pense que certains ont exagéré en voulant les menacer, tout ça est mort. Mais je veux dire, on ne tient pas ces gens de procès, de propos, quand on est à la tête d'une assemblée. Il faut être mesuré. Il ne faut pas... Même si c'est vrai, hein, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, il ne faut pas quand même... Absolument. Il y a des mots qu'il faut utiliser pour ne pas créer la psychose. Absolument, il y a des éléments de langage qu'il faut absolument choisir. C'est là qu'il faudra dire que communiquer n'est pas donné à tout le monde quand même. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez un gros boulot, hein. Un gros boulot de pouvoir former tous ces gens-là, je pense. Parce que là, ce qu'on vit là, c'est la cata. Hein. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi le représentant des confessions religieuses du pays, outre l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, reçus la semaine dernière. Pendant plus d'une heure, les garants de la nation et ses hôtes ont échangé sur la crise sécuritaire sévissant dans l'est de la RDC. Au cours des échanges, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est montré ouvert à l'initiative des confessions religieuses, mais cela devra se faire de façon inclusive pour toutes les confessions religieuses, sans aucune distinction ni discrimination. Les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous, et là, nous trouvons un créneau où nous faisons un programme commun et cela sera un exemple que nous tenons à la nation de l'unité, nous comme pères spirituels, nous comme chefs du peuple dans les domaines de la religion. Le contenu doit être connu de tous. Ce qu'ils ont comme cahier de charges, nous n'en connaissons pas le contenu. Et c'est pourquoi nous disons là que c'est seulement en étant ensemble que l'on peut savoir ce contenu et être capable de dire parlons Congo, réfléchissons Congo et réfléchissons la paix. Une série de manifestations sont prévues pour faire entendre leur voix, notamment le programme de prières selon les rites et la particularité de chacune des confessions religieuses et aussi la marche de revendication pour le retour de la paix en RDC. La solution qui a été présentée et défendue depuis des mois, pour ne pas parler des années, par le président élu Martin Fayulu, celle de voir les Congolais dialoguer à l'interne, celle de voir les filles et fils de notre patrie échanger, discuter, se dire des vérités pour retrouver la cohésion est la solution magique. Voilà pourquoi ADD Congo apporte tout son soutien à la démarche amorcée par les pères spirituels, l'Église catholique à travers la SENCO et l'Église ECC. La démarche qui consiste à rassembler les Congolais, à parler à toutes les parties prenantes au conflit. En effet, le Congo a la crise politique aiguë.
laquelle crise nous a profondément divisés. C'est ajouter la crise sécuritaire, pour ne pas dire militaire. Et pour sortir de ces deux crises, sans oublier celles liées au social, l'ADD Congo appelle le peuple congolais à accompagner la SENCO, à accompagner l'église ECC et à accompagner tous ceux qui mènent la démarche du dialogue entre Congolais, entre les filles et fils de Kimbangu et de Lumumba, pour que nous puissions sortir définitivement du cycle de violence et d'instabilité que connaît notre pays. Joseph Kamwanga, quelles leçons tirez-vous de la situation de l'Est, surtout quand on apprend presque, pour ne pas dire chaque jour, qu'il y a désistement des éléments de l'armée congolaise? C'est-à-dire que le travail de la réorganisation, de la refondation de notre armée est encore énorme. Il y a encore un grand travail à faire dans cette perspective. On a remarqué, observé quelques situations d'indiscipline. On ne peut pas être au front et faire des selfies et envoyer des messages comme quoi, voilà, on fait un retrait parce que nos chefs nous ont abandonnés. Non, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça ailleurs dans un pays. C'est grave. Donc il y a un problème de discipline. Vous savez, une armée ne peut pas gagner une guerre sans discipline. Donc on a un gros souci de discipline au sein de notre armée qu'il faut revoir absolument dans ce travail de refondation qui veut opérer le président de la République. C'est vraiment la discipline. Parce que là, c'est énorme. On n'a jamais vu les vidéos TikTok des militaires rwandais mais non, mais c'est incroyable. Mon cœur saigne parce que je me dis, mais est-ce qu'on peut, c'est comme ça on peut gagner cette guerre-là? Pas du tout. Un militaire est au front, c'est pour se battre, voilà, et sauver les pays au péril de sa vie. On n'est pas là pour faire des selfies, pour faire des messages sur TikTok, dire que non, voilà, on n'en a plus, on en est marre, on ne donne pas à manger, voilà, on nous a abandonnés. Mais non, pas du tout. Quelle image vous propagez, vous, nos militaires, en qui nous avons fait confiance, au front, quelle image vous nous donnez, nous, quel message vous nous envoyez? Mais il faut quand même dire qu'il y a aussi des militaires qui restent déterminés, on a vu. Oui. Comme je dis, c'est certain. Oui, les Ouazalendo également qui restent déterminés. Ils sont disciplinés, ces Ouazalendo. Je pense que les Ouazalendo sont aussi disciplinés de par leur culture. Il y a la tradition Ouazalendo et les coutumes et tout. C'est par rapport à cela. Quand on se bat, on doit être discipliné. C'est grâce à cela d'ailleurs que tiennent. Ils sont très disciplinés, ces Ouazalendo. Je pense que on verra bien qu'il faut les intégrer totalement dans d'autres armées, pourquoi pas, les encadrer et puis les former. Parce qu'ils se sont battus. Hein? Certains observateurs ne cessent d'appeler à l'unité des Congolais pour faire face à cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la question est de savoir, Joseph Kamwanga, comment obtenir cette unité dès lors que les Congolais ne semblent même pas regarder dans la même direction et chacun selon son appartenance politique. Moi, j'aurais, si j'étais à la place du président de la République, juste après son discours, j'aurais fait appel, rencontrer chaque leader politique. On a vu, il a commencé avec les églises, il a même rencontré la plateforme des églises de la RDC. Mais bon, je parle de leader politique. Okay. L'église, voilà, comme je disais, l'église c'est une organisation privée. Il aurait, sur le plan politique, commencé à rencontrer rapidement en urgence
après son discours, Fayoulou, rencontrer Moïse Katumbi et tous les autres, et pourquoi pas tendre la main à Joseph Kabila, parce qu'il s'agit de notre pays, les rencontrer, discuter, ça aurait pu donner notre image, ça aurait, il y aurait des effets. Kabila, pardon? Il semblerait que Joseph Kabila n'ait pas pris à rencontrer Félix. Oui, au moins le président de la République aurait fait sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins il aurait fait sa part et la population, le peuple aurait été pris en témoin. Quelqu'un qui l'a traité comme un numéro 1 de la FC. Vous savez, dans la politique, tout est possible. Tout est possible. Il aurait tendu la main et s'il n'avait pas répondu, le peuple aurait pris acte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la première chose. Ce n'est pas l'Église catholique qu'il aurait dû recevoir en premier. Et d'ailleurs, ces gens-là sont malins. L'Église catholique et les prélats et les organisations évangéliques. Oui, pourquoi dites-vous qu'ils sont malins? Les deux confessions. Ils ont profité du fait que le président les a reçus en premier, c'est-à-dire que le président leur a donné crédit. Le président de la République a dit qu'il n'a jamais envoyé les deux confessions. Ils se sont sentis investis de cette mission. Ils se sont dit, il nous a considérés. Profitons de cette brèche qu'il a ouverte, on va poursuivre. Voilà, c'est à l'erreur. Il aurait dû commencer par les politiques. S'il avait commencé par les politiques, l'Église venait en dernier, on n'aurait pas assisté à cette situation où l'Église, quelques jours après, il se décide d'aller... Alors que le président de la République a reçu les autres confessions religieuses et a demandé à ce que l'Église catholique et les CC se mettent autour d'une table avec les autres confessions religieuses. Mais ils n'ont pas entendu de le faire. Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Pas du tout. Ils se sont organisés. D'abord, nous allons à Kigali. Nous allons rencontrer Nangda. C'est vite parti. Hein? Mais c'est un signe. On appelle ça, en termes de renseignement, on parle de ça, c'est ce qu'on appelle signal faible. Cela veut dire que ces gens-là n'attendaient que ça. Ces gens-là ne sont pas prêts à pouvoir supporter que le mandat du président actuel arrive à son échéance. Ne sont pas prêts à accepter que Félix Tshisekedi achève son mandat et que les prochaines élections puissent nous donner un nouveau président. Ils veulent absolument, quand vous voyez leur cheminement, leur méthode, ils veulent absolument maintenant les départs des Félix Tshisekedi. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Est-ce que c'est la mission d'une église? Comment? Est-ce que c'est bien ça la mission? Nous avons une église politisée. Nous avons une église politisée. Il y a un homme politique qui a même dit que c'était des politiciens en soutane. Et ça, c'est une réalité. Ce sont des politiciens en soutane. Ils ne sont pas neutres. Hein. Ce ne sont pas des gens neutres. Ce qu'ils veulent, eux, désormais, c'est la chute de Félix Tshisekedi. Et ils sont en train d'œuvrer pour que vraiment cela arrive rapidement. Et là, le président, il faut qu'il fasse garde. Il faut qu'il les arrête. Ah, arrêter? C'est pas les arrêter dans l'air élan. En faisant quoi? Ah non, mais il doit dire que non, vous n'êtes pas autorisé à faire des médiations au nom de la République. Parce que quand ces médiations-là, ils ne les font pas dans un cadre des institutions privées, des organisations des ONG entre ONG, ou des associations... ils engagent la République. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que doit-on craindre leur retour à Kinshasa? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand ils vont revenir ici, il faut le recevoir pour leur dire clairement que, messieurs, vous êtes interdits de pouvoir engager la République démocratique du Congo dans votre démarche. C'est ça ce qu'il faut leur dire. C'est ce qu'il faut. Si c'est une médiation religieuse, machin, tout ça, d'accord. Mais là, ils engagent le pays. C'est le nom de notre pays qu'ils engagent. Donc, tout le monde n'est pas autorisé à pouvoir engager le pays dans une démarche. Pas du tout. Et je pense que même les procureurs de la République, moi, à mon avis, auraient dû lancer quand même, les convoquer pour comprendre ce qui se passe. Parce que ça relève un peu de la fragilité, de la sûreté de l'État. Hein. C'est ça, les spécialistes vont vous dire que non, ça fragilise les pouvoirs en place. Et puis ça fragilise aussi la sûreté de l'État. Là, le pouvoir actuel en place est en train d'être fragilisé dans cette démarche de médiation parallèle.
qui n'a pas été validé. C'est une façon de fragiliser ce pouvoir pour le voir tomber. Voilà, c'est le but de leur démarche. C'est ce que je peux dire. Ah, c'est le but de leur démarche. Ah, absolument. Alors, quelle doit être aujourd'hui la position ou l'attitude de la population congolaise? Mais écoutez, la population congolaise, notre première allégeance, c'est d'abord d'être congolais. Je suis d'abord congolais avant d'être Mukongo. Je suis congolais avant d'être Mongwandi. Je suis d'abord congolais avant d'être Mouyaka ou bien Moutetela. C'est là l'allégeance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je dois défendre d'abord mon pays, l'État, l'intégrité du territoire par rapport à d'autres considérations religieuses, culturelles, traditionnelles, politiques. J'ai d'abord l'allégeance de l'appartenance à un État. C'est ça les gens doivent comprendre. Donc, vous êtes catholique, vous êtes musulman, vous êtes protestant et consort. Ça, c'est accessoire. C'est accessoire, ça relève de la croyance. Une croyance, d'ailleurs, c'est une croyance, ça change. Je peux croire aujourd'hui, je peux être catholique aujourd'hui, demain, je deviens, croyant de l'église de Mutombo ou de l'église de Jean-Pierre. La croyance n'est jamais statique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est d'abord congolais. Nos prélats, ils ont abordé une démarche qui est dangereuse pour notre pays. Alors, Joseph Kamwanga, c'est complètement fini. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre ce dimanche? Vous avez une minute. Écoutez, merci à tous les téléspectateurs qui ont l'habitude de vous suivre et grâce à vous qui m'ont écouté certainement et qui ont compris que notre pays, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo, avec plus de 130 millions d'habitants. Donc, nous devons taire nos divergences. L'heure n'est plus à la division. Actuellement, nous devons faire l'unité, être tous rangés derrière nos vaillants soldats. Soutenir nos autorités, en l'occurrence les présidents de la République, parce que les moments l'exigent. Après, quand nous aurons libéré notre pays, nous allons mettre en... Après, chacun pourra donner... s'afficher comme il veut, être d'accord ou pas. Mais pour le moment, l'enjeu, c'est la défense de la République. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, nous devons être unis. Voilà ce que je vous appelle à l'union, chers compatriotes. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, merci bien, Joseph Kamwanga. Je rappelle que vous êtes président de la société civile de la diaspora congolaise en France. La diaspora congolaise en France, qui est mobilisée et qui, comme un seul homme, est prête à défendre, à continuer à défendre notre intégrité territoriale par des manifestations, par des rencontres. Et voilà, nous ne cesserons jamais de les dire. Donc on est d'appartenance diverses et variées, politiquement et tout, ou religieusement, mais nous avons donné quand même là un exemple. Un exemple à suivre, que nous, pour la cause nationale, nous sommes un. Vous êtes unis. On l'a dit, hein. À côté de vous, il y avait également d'autres compatriotes qui n'étaient pas congolais. Oui, justement, nous avions d'autres Africains qui étaient avec nous et d'ailleurs qui vont organiser dans le jour à venir une marche pour soutenir le Congo. Il y avait des Maliens, des Béninois, des Nigériens, des Ghanéens, des Ivoiriens. Donc ils étaient avec nous, ils nous soutiennent actuellement. Donc notre combat est en train de dépasser les cadres purement nationaux et restons unis. Madame, Messieurs, vous avez compris que l'heure est à l'unité pour barrer la route à l'ennemi qui est déjà presque à la porte de la RDC. Le Goma est tombé, Bukavu est tombé. Donc il est important que les Congolais se mobilisent pour barrer la route à l'ennemi. Eh bien, c'est la fin de cette émission qui a eu le plaisir de recevoir Joseph Kamwanga. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Eh bien, c'est l'heure, c'est complètement fini. Madame, Messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine.